Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La conférence de Paris focalisée sur le soutien à la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac a mobilisé 1,5 milliard d'euros de promesses de financement. Révélation faite par le président Emmanuel Macron à l'ouverture de cette conférence le jeudi 30 octobre. Les participants à ces grands rendez-vous ont aussi tablé sur la réouverture de l'aéroport de Goma aux vols humanitaires légers. Le président français est aussi revenu sur la crise humanitaire en RDC, indiquant qu'1 million de nouveaux déplacés depuis le début de l'année, 6 millions de personnes déracinées, dont des centaines de milliers de réfugiés et 28 millions de personnes en insécurité alimentaire. En ce qui concerne l'aéroport de Goma, le gouvernement congolais, à travers le compte-rendu du Conseil des ministres, lu par son porte-parole Patrick Mouyaya vendredi dernier, a affirmé que la réouverture de l'aéroport de Goma, présentée comme une priorité humanitaire stratégique, devrait s'effectuer dans un cadre sécurisé et coordonné sous autorité des institutions nationales afin d'assurer la continuité de la chaîne humanitaire et la protection des civils. Quelle lecture faire des décisions issues de cette conférence de Paris sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons ici au studio Caroline Nzanzu Kasivita. Il est député national élu des Béni Territoire. Il est gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir Caroline Nzanzu Kasivita. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de la radio Okapi. Et aussi au studio, Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, il est premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, parti membre de la coalition Lamuka. Il est notable du Nord Kivu. Bonsoir Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa. Bonsoir Dimaté, bonsoir à l'honorable et à tous les auditeurs de la radio Okapi. Et en ligne, Rigen Miviri, il est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Bonsoir Rigen Miviri. Bonsoir aux auditeurs. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiookapi.net. Nous l'avons dit, à Paris, la conférence internationale sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs a permis de mobiliser 1,5 milliard d'euros d'engagement. Une annonce faite par le président français Emmanuel Macron qui a aussi évoqué la réouverture prochaine de l'aéroport de Goma aux vols humanitaires légers. Enoch Katumbi pour les détails. Au cours de cette conférence, le chef de l'État français a souligné l'urgence humanitaire en République démocratique du Congo, où l'on compte plus d'1 million de nouveaux déplacés depuis le début de l'année et des millions de personnes en insécurité alimentaire selon les agences onusiennes. Mais l'annonce sur une éventuelle réouverture de l'aéroport de Goma ne fait pas l'unanimité. À Kinshasa, le gouvernement, par la voix de Patrick Mouyaya, a rappelé que la réouverture se fera sous contrôle national dans un cadre sécurisé et coordonné, afin d'éviter tout risque pour les civils et les opérations humanitaires. Les autorités rwandaises, elles, estiment que l'annonce de Paris est prématurée et devrait d'abord être discutée dans un cadre régional. Le AFC M23, mouvement armé encore actif dans le nord et le sud Kivu, met aussi en garde, selon lui, contre toute initiative imposée de l'extérieur sans garantie sécuritaire claire. Du côté des organisations humanitaires, l'idée est saluée. La réouverture de l'aéroport de Goma est jugée vitale pour acheminer vivres et médicaments vers les zones enclavées. Elles appellent toutefois à un mécanisme de coordination neutre associant toutes les parties. Merci à vous Enoch Katumbi. Caroline Nzanzu Kasivita, je rappelle que vous êtes député national élu des Béni Territoire. Vous êtes gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la Nation. D'abord, comment vous appréciez cette initiative qui consiste à organiser cette conférence sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs? Merci encore une fois pour l'invitation à cette émission. Je voudrais d'abord saluer les résolutions de cette conférence parce que je suis du Nord Kivu. Je suis autant victime de toutes les conséquences de la barbarie de la guerre au Nord Kivu. Nos frères, nos sœurs souffrent autant que nous. Une conférence qui a été convoquée pour soutenir la question de la paix, la question humanitaire dans cette partie de la République. Je pense que c'est une conférence à saluer. Évidemment, il faut se poser plusieurs questions. Comment on va y arriver? Parce que Goma est contrôlé par un groupe armé soutenu par le Rwanda. Mais nous savons aussi que la RDC et le Rwanda
sont dans un processus engagé à Washington, mais aussi la RDC est dans un autre processus engagé dans un processus en Doha avec l'AFC 123. Ce qui me pousse à soutenir la conférence et les résolutions, d'abord, je note que la communauté internationale, y compris l'Union africaine, surtout l'Union européenne, ont compris qu'il est urgent de travailler pour la restauration de la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Mais aussi, aujourd'hui, tout le monde est témoin que cette énième guerre a pu provoquer encore une fois des déplacements massifs, une crise humanitaire sans précédent. Et les chiffres ont été évoqués dans les sauts qui nous a été balancés. Je crois que toute personne qui regarde avec beaucoup de sérénité la situation qui se passe dans notre pays ne peut pas contredire ce qui a été dit, mais aussi ne peut pas s'inscrire en faux qu'il y a vraiment besoin des couloirs humanitaires. Aujourd'hui, les enfants qui sont nés dans cette partie de la République, je parle de Goma, je parle de Rutshuru, je parle de Massissi, comment ils accèdent à des vaccins? J'ai été gouverneur dans cette province. Je suis d'envie qu'aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui nous aide beaucoup dans le secteur de la santé, mais en même temps de l'éducation. Je ne veux pas parler d'autres secteurs tels que l'agriculture. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nier le besoin de soutenir l'action humanitaire dans cette partie de la République. Il est important aujourd'hui que tout le monde se mobilise pour que ces ponts, ces couloirs humanitaires puissent exister entre nous et notre chère ville de Goma. Et cette promesse de 1,5 milliard d'euros d'engagement pour 34 millions de personnes, dont 6 millions de déplacés et 28 millions de personnes en insécurité alimentaire, est-ce que c'est suffisant quand on sait déjà que 500 millions avaient déjà été utilisés? Il faut d'abord souligner que la conférence a tablé aussi sur la question de la paix. La plus grande attente de notre population, des Congolais d'abord, c'est le retour à la paix, la restauration de l'autorité de l'État dans cet espace-là. Mais nous ne pouvons pas non plus nier aujourd'hui que les gens sont dans une situation difficile. Je venais de vous évoquer la question de la vaccination. Quel est le sort de tous ces enfants qui ne sont pas vaccinés contre toutes les maladies? La vaccination des routines. Des routines. C'est un fait. Et donc, il y a des réalités que nous devons regarder avec un cœur d'humanisme. Il y a aussi des réalités que nous devons regarder comme responsables. Nous ne pouvons pas continuer, même si on a des problèmes de sécurité, même si on a des problèmes évidemment d'antagonisme aujourd'hui avec le Rwanda et l'AFC 23, mais la population qui vit dans cette partie de la République fait partie de la population congolaise. Justement, donc, nous devons avoir un regard. Les milliards 500 millions, est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver à satisfaire tous les besoins qui se posent actuellement? Je ne pense pas. Mais en lisant les résolutions, tout ce qui a été dit, c'est d'abord des promesses. La conditionnalité pour que le pays qui a promis de donner de l'argent puisse donner avec beaucoup de facilité, je crois qu'il faut réunir certaines conditions et dont le retour de la paix est impératif. Nous ne pouvons pas nous hasarder sur leur volonté aujourd'hui. Je n'ai pas cette autorité. Mais je me dis, s'il n'y a pas la paix, comment on va faire? Même si on a $1 milliard, 1,5 milliard de dollars, même si on pouvait avoir plus, il faut que la population qui vit dans cette partie de la République puisse retrouver la paix, la quiétude, pour que même les humanitaires qui pourront être mobilisés comme acteurs, il faut qu'ils aient la possibilité de circuler. Si on ne sait pas circuler dans cette partie de la République, je crois que même la condition pour appuyer, aider cette population
se rend difficile à honorer. Et au sujet de cette annonce de la réouverture de l'aéroport de Goma, le président Macron, qui l'a annoncé, le président français, a précisé que cette réouverture se fera dans le respect de la souveraineté congolaise. Et c'est même la position du gouvernement congolais. Son porte-parole, Patrick Mouyaya, a affirmé que cette réouverture devrait s'effectuer dans un cadre sécurisé et coordonné sous autorité des institutions nationales. Concrètement, comment cela se ferait? Je sais que vous avez évoqué les pourparlers entre les Rwanda et la RDC à Washington, et puis la RDC et les rebelles à Doha. Mais ça se ferait comment? Parce que le Rwanda a réagi négativement. Le Rwanda estime que l'annonce de Paris est prématurée et devrait d'abord être discutée dans un cadre régional. Et l'AFC qui met aussi en garde contre toute initiative imposée de l'extérieur et sa garantie sécuritaire claire. À travers les résolutions de la conférence de Paris, j'ai déduit qu'il y a cette volonté de la communauté internationale de mettre les acteurs de la région, donc du pays des Grands Lacs, les leaders de la région, les présidents des pays des Grands Lacs, devant leurs responsabilités. Voilà. Moi, je crois que cette question de l'aéroport, c'est une question qui répond d'abord aux règles techniques. Ce sont les pays qui sont membres de l'Organisation internationale de l'aviation civile. C'est pas la rébellion du M23 ou de l'AFC, mais c'est la RDC comme pays. Et tous les codes de contrôle de la circulation aérienne sont des codes qui sont attribués au pays, à la République démocratique du Congo. Donc, sur ces questions techniques, je crois que c'est aussi facile de trouver des solutions, parce que j'imagine, si tout le monde s'inscrit dans cette dynamique de répondre aux besoins humanitaires de notre population, c'est un acte d'abord de confiance. J'ai bien dit, nous sommes en discussion, la RDC et le Rwanda. Il nous faut un minimum de confiance, il nous faut un minimum de sérieux, de sérénité. Donc, si le Rwanda s'oppose à l'ouverture de ces couloirs humanitaires, je comprends que peut-être il n'est pas encore engagé dans un processus de rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs. Merci. Jean-Baptiste Kassekwa Mouindo, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, parti membre de la coalition Lamuka. Vous êtes aussi notable de la province du Nord Kivu. Comment vous jugez aussi cette initiative de Paris sur la région des Grands Lacs? Je salue l'initiative de la France, qui rappelle ce que la France a pu faire déjà dans la région par le passé. En 1994, j'étais témoin de l'opération turquoise lancée par la France. Et moi qui habitais le quartier Biréré, j'ai vu comment la présence des militaires français a sauvé la vie à des milliers de déplacés, de réfugiés rwandais et même des habitants de Goma qui étaient abandonnés à eux-mêmes. Cette initiative me permet de me souvenir également de l'opération Artemis à Ituri, alors que c'était la mort qui sévissait à Bunia. La présence de l'intervention française nous a permis de sauver des vies. Malheureusement, pour la conférence de Paris de cette année 2025, les résultats sont loin d'être à la hauteur des initiatives antérieures. Que ce soit sur le plan de la mobilisation des fonds, à part l'Union européenne, dont j'ai attendu la promesse de 9 millions d'euros. Qui a été annoncé aujourd'hui. 900 millions. 900 millions. Bon, les autres montants annoncés, j'ai du mal à préciser. Encore faut-il que, comme l'honorable l'a dit, faut-il que les promesses soient honorées. Sur le plan de l'ouverture de l'aéroport, qui s'inscrit dans la demande générale formulée au point 11 de la résolution 2773, le Conseil de sécurité avait demandé que les couloirs humanitaires soient ouverts, que les routes soient ouvertes. Bon, je me raconte que Macron semble avoir fait un forcing
alors qu'il avait la possibilité de négocier cela, de discuter avec la RDC, de discuter, ne nous voilons pas la face, c'est le Rwanda qui nous prend en otage, et le Rwanda qui est un allié de la France. N'oublions pas que ce sont les militaires rwandais qui sécurisent les investissements de Total au Mozambique, plus de 20 milliards de dollars. Et donc, la France a de bonnes relations avec Kagame, mais la réaction du Rwanda contre l'annonce faite par Macron montre que sur ce point-là, Macron n'a donc pas réussi. Justement, comment vous expliquez cette réaction du Rwanda et de la rébellion, une réaction négative à l'annonce de la réouverture prochaine de l'aéroport de Goma, alors que de l'avis, n'est-ce pas, de plusieurs experts, ce serait en faveur plutôt du Rwanda? Alors, deux choses. D'abord, la réaction du Rwanda a précédé le communiqué du M23. C'est une preuve de plus que, en fait, la FCM 23, c'est un appareil de retransmission des décisions du Rwanda. Deuxièmement, le refus du Rwanda et du M23 s'inscrit dans la ligne d'autres actes qui dénotent des crimes humanitaires dans le traitement des populations. Depuis longtemps, depuis que l'M23 fait la guerre dans les Rutshuru, dans les Massissi, nous avons déploré le fait que les récoltes des paysans étaient systématiquement pillées. Il n'y a pas longtemps, à ce mois de juillet, les gens du M23 ont interdit aux paysans d'accéder à leurs champs dans le groupement de Binza à Rutshuru pendant la période des récoltes. Et donc, que les FCM23 interdisent l'ouverture de l'aéroport en vue de l'acheminement de l'aide, eh bien, cela va dans l'étroite ligne, alors qu'au même moment, la FCM23 met à l'avant-plan la question du retour des réfugiés. Ils en font une priorité. Nous avons même vu des images de réfugiés venant du Rwanda pour être installés à Kichanga, dans le sud de Lubero, dans le Rutshuru. Donc pour eux, il y a une catégorie de personnes pour lesquelles ils sont compatissants. Et pour cela, il faut que la communauté internationale accompagne les exigences de leurs conditions de réinstallation sécurisée au nord et au sud Kivu. Mais au même moment, pour les populations locales qui sont là, la FCM 23 n'est pas prêt à s'investir à ce que l'aide humanitaire lui parvienne. Mais il n'y a pas que la FCM 23. Le gouvernement de Kinshasa, j'étais surpris de voir les larmes de Félix à la conférence de Paris. Il décrit les chiffres. Mais soyons sérieux. Si Félix avait réellement de la compassion pour ces populations-là, il n'y a pas que les populations de Goma et de Bukavu. Les populations de Uvira, qui sont sous contrôle du gouvernement, tous les déplacés venus des hauts plateaux de Minembwe, de Bukavu, elles sont abandonnées à leur triste sort. Le gouvernement, j'ai lu les rapports de l'ODEP, qui dit que pour l'année 2024, le gouvernement congolais a donné par an et par déplacé 150 francs congolais. 150 francs lorsqu'on prend le nombre total par an. 150 francs, ça c'est le DEP qui le dit. Et donc, que Félix aille verser des larmes à Paris pour dire que sa population souffre, qu'il y a autant de morts, ce sont des larmes de crocodile. Et donc, que ce soit la FCM 23, que ce soit le gouvernement, je ne parle pas seulement des populations de Uvira, les populations de Beni, de Butembo, les populations de Bunia, abandonnées depuis longtemps dans des camps. 150 francs par déplacé pour le déployé par leur propre gouvernement. Bref, nous sommes en présence de gens qui n'ont pas à cœur l'extrême gravité de la situation humanitaire qui se présente. Nous devons encore imaginer des mécanismes par lesquels nous devons, avec certaines personnes
aussi bien à l'interne qu'à l'international, imaginer des mécanismes pour faire pression, aussi bien sur tous les belligérants, tant de Kinshasa que ceux qui sont à Goma et leur maître, le Rwanda, pour que, effectivement, des mesures soient prises qui allègent tant soit peu la situation humanitaire qui est dramatique dans ces entités-là. Merci. Regan Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Eboteli, partenaire des recherches des groupes d'études sur les Congo, GEC en sigle. Vous également, quelle est votre lecture par rapport à cette initiative de Paris sur la région des Grands Lacs? Merci. Je note déjà que c'est une démarche intéressante parce que au-delà des autres démarches qui étaient beaucoup plus sur des questions politiques et sécuritaires, il a une valeur ajoutée sur le plan de l'humanitaire. Donc, on a vu clairement que le but, c'est beaucoup plus apporter un soulagement aux populations. On peut maintenant se demander sur l'impact et sur le niveau des engagements, que ce soit des acteurs internationaux, mais surtout des parties au conflit qui, on a entendu juste après la rencontre, ils étaient beaucoup plus de pic sur la question de l'ouverture de l'aéroport de Goma et ils ont moins rassuré sur la question de la protection des civils, mais aussi de la prise en compte des besoins primaires des populations. Donc pour moi, cela est quelque chose de remarquable et on peut, au travers de savoir quels sont les intérêts des uns et des autres, mais aussi on peut déjà faire la comparaison avec les deux autres processus, le processus de Washington et de Doha, où on a parlé de tout sauf de l'humanitaire, ni de l'intérêt des populations en général d'ailleurs. Quand vous regardez les deux préalables sur lesquels travaille le processus de Doha, échange des prisonniers et cesser le feu, déjà que ça ne se réalise pas, surtout le cesser le feu. On ne voit pas d'autres ouvertures ou d'autres éléments qui puissent les préoccuper et qui puissent avoir de l'impact direct sur les populations civiles. Voilà. Si les acteurs ont difficile déjà à s'accorder sur les cessez-le-feu et sont suivis, alors comment pensons-nous qu'ils vont s'accorder sur l'ouverture d'un couloir humanitaire alors que c'est, je pense, une urgence et surtout une urgence vitale pour beaucoup de populations civiles autour de la ville de Goma, dans toutes les zones occupées par le M23 et l'armée rwandaise, et surtout dans des zones reculées, notamment à Walikale, qui n'ont plus d'accès, étant donné que les villes principales du Nord Kivu sont occupées et qui sont aussi le chemin par lequel les intrants et différents verra bien arriver à Walikale et dans les fins fonds de Massissi, par exemple. Oui, Regan Miveri, comment vous expliquez le fait que le président français Emmanuel Macron, qui annonce la réouverture prochaine, n'est-ce pas, de l'aéroport de Goma, et il souligne le fait que cela se fera dans le respect de la souveraineté congolaise, pendant que l'on sait que le gouvernement congolais n'a aucun contrôle, n'est-ce pas, pour le moment, sur cet aéroport de Goma. Déjà, c'est surprenant qu'il l'annonce alors que les acteurs qui étaient là avec lui semblent ne pas avoir été au courant. Donc, on aurait dû éviter cette cacophonie et je pense que ça devait être la suite d'une discussion. Mais je parlais à beaucoup d'acteurs, que ce soit humanitaire, que ce soit de la société civile. C'était une des demandes dans différents plaidoyers de la société civile. Parce que sans considérer les calculs politiques des uns des autres, c'est un besoin. Donc, il y a une question d'accès humanitaire qui doit être traitée.
c'est intéressant que le président français en devient le porte-parole. Mais encore une fois, pour que ça se réalise, forcément, il faudra faire avec différents acteurs, des forces en présence, que ce soit le gouvernement congolais, que ce soit le M23, que ce soit le Rwanda. Et je pense que ça pouvait faire partie des arrangements particuliers ou même de préalables à différentes discussions, que ce soit à Washington et à Doha. Mais malheureusement, il a fallu attendre jusqu'à Paris pour que cette question soit mise en avant et que l'on attende malheureusement encore une fois de backlash venant de toutes parts. Ce qui est quand même très surprenant et qui peut nous apprendre beaucoup sur les intérêts et les intentions des uns des autres. Et que répondez-vous à cette opinion selon laquelle la réaction du Rwanda et de l'AFC M23 était une simple diversion? Parce que cette opinion pense que si on arrive à réouvrir, n'est-ce pas, l'aéroport de Goma aujourd'hui, cela pourrait consacrer la normalité de l'occupation de la ville de Goma par la rébellion. C'est si on considère qu'à Goma, il n'y a que le M23. Pour moi, je considère qu'à Goma, il y a des populations civiles qui n'ont rien demandé et qui ont juste besoin de vivre. Si l'ouverture de l'aéroport participe à une certaine amélioration de leur vie, pourquoi pas? Parce que je ne crois d'ailleurs pas que le Rwanda a un intérêt à l'ouverture de cet aéroport si l'on considère que même dans le passé, il a toujours considéré cet aéroport, surtout quand il était civil et avec de vols internationaux, comme une menace, notamment une menace, un concurrent économique, étant donné qu'il est en train de construire un grand aéroport, il a des grands projets d'ouverture de son pays. Donc, je pense que stratégiquement, Goma, l'aéroport de Goma, c'était plutôt un concurrent. Et donc, bon, peut-être il y a d'autres calculs sécuritaires et politiques aujourd'hui, mais j'estime que c'est beaucoup plus l'argument d'alléger la vie des populations à Goma qui devait prévaloir. Encore une fois, même sur la question de ce que veut l'M23, bon, la normalité n'arrivera jamais tant qu'on n'aura pas une solution durable. Je pense que les M23 le savent aussi. Donc, ils sont en train d'usurper un pouvoir. Ils sont en train de créer des institutions parallèles, mais qui vont continuer à être dysfonctionnelles. Étant donné qu'ils n'ont ni légalité ni légitimité. Et donc, dans tous les cas, tous les acteurs devaient se rendre compte qu'il y a nécessité à avoir une solution durable et qui soit la plus juste possible tenant compte de la réalité du terrain. Merci. Nous allons écouter les auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Honorable Caroline Zanzou, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Ubundu dans la province de la Chopo. Voilà. C'est Ignace Ofumba depuis Ubundu. Nous prenons acte de cette décision qui vient de l'extérieur et non à l'intérieur. C'est la messe noire qui s'est passée à Paris. On ne peut continuer à être trompé et manipulé avec des promesses sans issue normale. La conférence sur la paix à Paris s'est tenue sans la présence des chefs d'État au conflit, moins encore celle de l'AFC M23 qui prend d'assaut certaines parties du Nord Kivu et du Sud Kivu. À mon avis, sans un arrangement à l'interne, on ne peut espérer la réouverture de l'aéroport international de Goma. Que le gouvernement congolais ne se trompe pas en prenant des positions unilatérales une fois si l'un des pays d'Occident promet quelque chose. Ces derniers doivent savoir que la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre pays n'aura pas de solution ailleurs si ce n'est qu'entre nous, en acceptant la voie des dialogues intercongolais. C'est le mécanisme qui nous reste pour espérer au retour de la paix au Congo. Caroline Zanzou Kasivita. Moi,
Je ne suis pas de ceux-là qui restent dans un complexe éternel de considérer que les réflexions données par les étrangers ne sont pas des réflexions qui peuvent aider la République. L'honorable Kasekwa venait de souligner des actions qui avaient été menées par la France. Opération turquoise, Artemis. Et ces opérations ont aidé la République. Moi, je pense que des fois, nous ne savons pas ce qui s'est fait par les partenaires internationaux en faveur de la population congolaise. Je vous ai dit que dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le budget de la RDC bénéficie des appuis budgétaires. Tout ce qui est apport à terme de médicaments essentiels dans la province du Nord Kivu, dans la Chopo là où il est, dans d'autres provinces, c'est des appuis budgétaires. Pourquoi nous ne refusons pas ces appuis? Ce qui est plus important aujourd'hui, il a dit, c'est la paix, et la conférence qui a été organisée a mis un accent sur le soutien au retour de la paix. Je ne pense pas que tout doit se résumer sur la présence des chefs d'État. Mais il faut se poser la question, est-ce que le Rwanda était là? Est-ce que le Burundi était là? Est-ce que l'Ouganda était là? Est-ce que la RDC était là? Et tant d'autres pays de la région qui ont participé à cette conférence. Le problème ici... Les Rwandais n'y étaient pas, mais la RDC était là. Ah oui, le problème c'est que nous individualisons les actions de l'État. Je crois que la dynamique qui a été soutenue d'abord par l'Union européenne et l'Union africaine, parce que le médiateur de l'Union africaine était là, je crois que c'est vraiment un dynamisme qu'il faut soutenir. Il faut le soutenir dans le sens où on veut d'abord amener les acteurs, parce qu'on veut nous amener, nous, acteurs de la région, à travailler pour la paix. Et je crois que c'est l'essentiel et c'est un élément important qu'il faut retenir. On veut nous amener, nous, à regarder la peine, les souffrances de nos populations dans cette région. C'est la raison pour laquelle on demande aux partis au conflit, je crois que l'AFCF 23 qui est à Goma ne pourrait pas fermer les yeux sur une demande humanitaire pour autant que l'AFC ne peut pas trouver ni vaccin, ni médicaments, ni services à donner à cette population. Je crois que s'ils évoquent la question des droits humains, je crois qu'ils ont aussi intérêt à écouter la demande de la communauté internationale, la demande des Congolais, parce que cette demande n'est pas seulement non de la France, mais elle est aussi une demande de la population congolaise. Nous ne pouvons pas continuer à faire une guerre sans tenir compte de la question humanitaire. Depuis 3 ans, depuis que Rutshuru est coupé de l'Assemblée de la province, la population de Goma et de Rutshuru avait été obligée de vivre dans une autarcie fermée presque contre l'Assemblée de la République. Je crois que 3 ans, ça fait trop. Il faut libérer cette population. Il faut libérer cette population, comme vous le dites. Honorable Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle, j'espère, de Bukavu, Gaston Bilambo. Gaston Bilambo depuis Sangui, province de la Chopo. La conférence de Paris marque une étape importante dans la recherche de la paix et du développement dans la région des Grands Lacs. Les 1,5 milliard d'euros promis traduisent une volonté internationale de soutenir la stabilité et la prospérité de cette zone longtemps secouée par les conflits. La réouverture annoncée de l'aéroport de Goma revêt un enjeu humanitaire majeur facilitant l'accès au secours et à la mobilité des acteurs humanitaires. Cependant, le succès de ces engagements dépendra de leur mise en œuvre concrète dans le respect de la souveraineté des États et d'une coordination efficace. L'appel du président Macron sur la crise humanitaire en RDC rappelle l'urgence d'une réponse collective face aux millions de déplacés et à l'insécurité alimentaire persistante dans la région. C'était plutôt depuis Isangui dans la province de la Chopo. Honorable Jean-Baptiste Kasekwa. Oui, Gaston a raison de souligner que l'appel de Macron souligne la nécessité d'une réponse collective. Mais il ne faut pas se limiter simplement à la situation des déplacés, ni à la situation en termes de besoins alimentaires.
il faut aussi se préoccuper de ceux qui sont en train d'être tués et pour qui l'aide humanitaire ne signifie plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans les territoires de Rutshuru, dans les Bwito? Qu'est-ce qui se passe dans les cachots de Goma? Il y a 2 semaines, l'M23 a fait sortir ceux qui étaient détenus à la prison de Munzenze. Et les habitants des avenues des quartiers Mabanga, de Keshero, racontent que ces détenus-là dégageaient, on dirait, une odeur de mourants. Parce qu'au quotidien, ils étaient au contact avec des personnes qui mouraient non plus. Ce sont des situations qui exigent que de toute urgence, on se mobilise pour dire trop c'est trop. Mais à côté de ça, disais-je, il y a d'autres actes posés par nos dirigeants qui dévoilent leur absence d'un cœur d'humain en eux. Aussi bien, disais-je, dans les chefs des occupants à Goma, les populations de Miriki, de Luofu, de Lubero Sud et dans les Rutshuru dénoncent le fait que des vaches viennent du Rwanda. On les déploie dans des champs des agriculteurs et elles broutent les récoltes des pauvres paysans. Est-ce que pour cela nous allons attendre la conférence de Paris ou les 1 milliard de dollars plutôt que de nous occuper, taper du poing sur la table pour sanctionner ce genre de comportement? Mais il n'y a pas que cela. Ceux qui ont fermé les banques et sans la possibilité d'étudier un mécanisme pour faciliter l'accès, n'est-ce pas, des épargnants à leur monnaie dans ces zones sous occupation. J'ai parlé tantôt de la situation des les partis sous contrôle du gouvernement qui sont totalement enclavés. On me décrivait comment les paysans de Uvira, de la zone de la plaine de Ruzizi, ont produit des tonnes et des tonnes du riz qui devaient être achetés par Bralima, Bukavu, et ces paysans-là auraient gagné de l'argent. Mais du fait que Bralima a été détruit, Bukavu, les populations coupées de Uvira, même des tonnes et des tonnes de fruits, des manques pourrissent. Est-ce que ces populations-là ont besoin d'une aide qui vienne de la France simplement? Ces populations ont besoin que les partenaires internationaux soient mobilisés pour prendre des sanctions, aussi bien contre le Rwanda, contre les gens du M23, que contre l'entourage du Félix. Ceux qui bloquent le processus de paix aujourd'hui sont de part et d'autre. Il y a dans l'entourage de Félix des gens qui tiennent à conserver les avantages du pouvoir et ils sont prêts à signer n'importe quoi à Doha. Ils sont même prêts à céder le Nord et le Sud Kivu pourvu que la communauté internationale leur garantisse de rester le plus longtemps possible au pouvoir dans les 24 autres provinces. Des accusations graves, hein? Mais, Guy, vous basez sur quoi pour dire je me base sur l'article 8 du draft sur base duquel ils sont en train de discuter à Doha, qui prévoit que l'on transforme l'AFC M23 à ce qu'ils vont appeler force spéciale intérimaire et à laquelle on va donner les contrôles du Nord et Sud Kivu pendant un mandat de 5 ans temporaire renouvelable et que ces gens-là ne pourront pas être mités dans d'autres provinces. Voilà des accords. C'était des propositions qui n'ont jamais été débattues, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de décision prise jusqu'à là. Mais il n'y a pas que cela. Que l'on aille signer à Washington le fameux accord du 27 juin 2025 dans lequel il y a des clauses qui consacrent pratiquement la légitimation de l'agression, eh bien, ces gens-là ne manifestent pas franchement un souci pour cette population-là. Merci. Mais leur priorité, c'est la conservation du pouvoir. Merci. Reged Mviri, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. Niker Tokolo, j'interviens depuis la ville province de Kinshasa. En tant qu'une initiative visant
à restaurer la paix dans la partie orientale de la RDC, la conférence de Paris est salutaire à l'instar des assises de Doha et de Washington. Cependant, la France qui entretient une coopération militaire majeure et crédible avec le Rwanda ne garantit pas une réussite escomptée des conclusions issues de cette conférence qu'elle a initiée. La solution à cette crise, comme nous l'avions toujours dit, se trouve dans notre propre pays et non ailleurs. Le président Félix Tshisekedi est tenu d'accepter le dialogue national inclusif sous format SENCO-ECC afin de mettre fin à cette crise. Pour terminer, comment peut-on organiser une conférence sur la paix menacée par l'AFC M23 et exclure Joseph Kabila, condamné pourtant par la justice congolaise à son statut de chef de ces mouvements rebelles? Regan Miviri. Déjà, il ne faut pas exagérer l'impact de cette conférence. Je pense qu'il faut doser les attentes face à cette conférence. Il ne s'agit pas de résoudre toutes les questions de la crise du M23, mais c'est spécifique sur l'humanitaire. Et d'ailleurs, l'appellation de conférence pour la paix et le développement, je pense que c'est dans une certaine mesure un peu peut-être mal indiqué, parce qu'en réalité, on a beaucoup plus parlé de l'humanitaire et je ne crois pas qu'on soit dans une situation où on soit capable de parler de développement aujourd'hui, surtout dans cette zone, tant que les gens meurent, tant qu'il y a encore des difficultés d'accéder aux soins de santé et tout simplement à préserver la vie, quoi. Donc ça, c'est le premier point, mais ensuite, j'estime, comme auditeur, que la solution durable viendra des efforts à l'interne. Mais bien sûr, il y a des questions sur lesquelles les acteurs internationaux peuvent contribuer. Et si l'on considère aussi que cette crise aussi a certains ingrédients qui sont au-delà de la République démocratique du Congo. Ça n'est qu'un du côté humanitaire, notamment, comme l'ancien gouverneur l'évoquait. En fait, on sait déjà que le gouvernement congolais bénéficie d'un grand soutien des acteurs internationaux dans nos budgets. Et ça, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup et le gouvernement congolais devait être sincère et en parler de plus en plus parce que, bon, de toute façon, quand on parle de l'ingérence étrangère, chaque fois ici, est-ce qu'on considère que ça aussi c'est une ingérence étrangère et dans quelle mesure on se prépare pour s'en passer et pour avoir une certaine autonomie à l'intérieur. Regan Miviri, nous sommes à la fin de l'émission, on va conclure. Je rappelle que vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Justement, vous l'avez tous dit ici, cette conférence ne vient pas régler tous les problèmes qui se posent dans la partie est du pays, mais ça peut, à votre avis, ça peut avoir quel impact sur les processus de Doha et de Washington? Au moins, et c'est ce que j'espère, ça pourrait amener la question de la protection des civils et de l'accès humanitaire sur la table de ces différents processus. Je l'espère en tout cas de tout cœur et j'espère que de plus en plus les parties au conflit vont faire de tout leur mieux pour que les questions liées à la protection des civils soit discuté et qui est même avant même une solution durable, qu'on puisse avoir quelques préalables en forme des arrangements spéciaux qui peuvent permettre d'alléger tant soit peu la souffrance des populations sous occupation du M23 AFC. Merci. Karline Zanzou-Kasevita, vous êtes député national élu de Beni Territoire. Vous êtes gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Au-delà de cette conférence, que faut-il encore faire pour régler de manière durable, n'est-ce pas, la crise de l'Est du pays? Ça sera votre conclusion. Je voudrais d'abord revenir sur la question de l'humanitaire parce qu'au fait, il faut comprendre que
le droit international humanitaire s'impose aux parties au conflit. Donc, j'exhorte encore une fois les parties au conflit de pouvoir considérer que les intérêts de la population doivent être préservés et leur droit à la santé et à la sécurité. Il est vrai que l'émission n'est pas à dédier aujourd'hui sur comment résoudre la question de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais dans mon introduction, j'ai bien souligné que nous sommes sur des processus de paix et je souhaite, moi comme député national, que ces deux processus puissent réussir pour ramener d'abord la confiance entre acteurs et nous permettre de terminer cette crise qui a tant duré pendant plusieurs décennies. Merci Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, le parti membre de la coalition Lamuka et un des notables du Nord Kivu. Qu'est-ce que vous recommanderez au gouvernement congolais pour que l'on puisse cette fois-ci s'épancher sur la question de manière à trouver une solution durable à la crise de l'Est du pays? Non, le gouvernement, comme l'M23, sont tous de mauvaise foi. À plus de tout ce que j'ai dit ici, le gouvernement impose des tracasseries administratives énormes à tous les déplacés qui fuient les zones occupées. Lorsqu'ils arrivent à l'aéroport d'Enjili, on les ravit des documents de voyage. Et lorsqu'ils doivent entreprendre des démarches pour obtenir des passeports ici, c'est extrêmement compliqué, alors que le gouvernement aurait dû leur faciliter l'accès à des passeports par Bujumbura, par Kampala. Vu les difficultés que ces populations-là confrontent, ma recommandation plutôt c'est vers les CC5 et toutes les organisations de la société civile. Je recommande qu'elles organisent une conférence nationale sur les drames humanitaires et qu'à partir de l'état des lieux qui va être dégagé, que l'on fasse des lobbying auprès des partenaires pour les convaincre à imposer des sanctions contre tous les belligérants, afin de les contraindre, 1, à respecter les cessez-le-feu, 2, à aller vers un dialogue national inclusif, plutôt que de nous imposer des solutions, des simulacres d'accord, que ce soit de Doha ou de Washington, qui aggravent la crise plutôt que de la résoudre. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Kaline Zanzou Kasevita, Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, Irigen Miviri. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Enoch Katumbi qui l'a réalisé, Jean-Claude Nsiala et Dieudonné Nyangassa qui étaient à la technique, Jonathan Fanani, Glody Tutonda et Fideli Tchela ont assuré le live de ces magazines, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.